Picasso et la France, c'est une histoire d'amour, mais évidemment c'est un rapport aux politiques après la Seconde Guerre mondiale, mais avant, c'est tout simplement la découverte d'un pays pour sa richesse artistique. Ainsi, Picasso arrive en 1900 pour l'exposition universelle et représente l'Espagne. Mais il a tellement aimé notre pays qu'il a définitivement décidé de s'installer au début du XXe siècle. Pour mémoire, pendant la période bleue et rose, il y a eu ce moment assez fort où il a alterné entre l'Espagne et la France. Lorsqu'il a définitivement décidé de s'installer en France, il a choisi Paris, tout d'abord, la capitale, et ensuite il a commencé à découvrir la magie du Sud, la lumière du Sud, et on doit là, évidemment, par rapport à la question posée, s'arrêter sur un point central, c'est 1940. Il y a le régime de Vichy en France et Picasso demande à avoir la nationalité française et on la lui refuse. Et là, je pense que c'est un des grands choix de Picasso. Il décide de rester dans notre pays. C'est un choix d'amour, de passion, évidemment aussi un choix de raison puisque la guerre était présente et donc en restant dans notre pays, il est dans l'habitude de son ménage. Et après la Seconde Guerre mondiale, va se poser la question de savoir quoi faire par rapport à une situation politique qui a changé. Et c'est évidemment l'engagement de Pablo Picasso dans le Parti communiste. Il prend sa carte du parti et c'est là un engagement politique fort qui va aussi être accompagné quasiment simultanément d'une installation dans le sud de la France, puisqu'il habitera à Cannes, à Mougins, et on pourra là avoir finalement une idée simple que Picasso ne changera pas de pays parce qu'il est au fond amoureux de cette lumière du sud, cette lumière de la Méditerranée. À tel point que lorsqu'on réfléchira au destin de Guernica, il dira « Je ne veux pas revenir dans mon pays tant qu'il y a la dictature, je voudrais que Guernica revienne en Espagne lorsque la démocratie reviendra », ce qui arrivera plus tard après la mort de Picasso. Une manière de le définir est son incapacité à être analysé de manière à épuiser le sens de l'œuvre. Qu'entend-on par là? Au fond, il n'y a pas un chef-d'œuvre chez Picasso, il n'y a pas Guernica et les Demoiselles d'Avignon, il y a une vie chef-d'œuvre. Et Picasso lui-même, dès qu'il a eu des moyens financiers, dans les années 20, n'a pas, comme d'autres artistes, décidé de réduire sa création artistique. Il s'est au contraire encore plus investi dans son travail créateur, à tel point qu'on n'arrivait plus à contrôler sa production, que lui-même conservait chez lui une grande partie de cette production qui n'était pas sur le marché. C'est ce qu'on a pu constater lorsque Picasso est décédé et que l'on a enclenché la procédure de la dation qui permet de payer des impôts au moyen d'œuvres d'art, et c'est ce qui est à l'origine du Musée national Picasso de Paris. Et donc, aujourd'hui, on doit repartir à cette idée fondamentale de Picasso lui-même qui a dit « Je conserve tout pour permettre une analyse historique de mon processus créatif ». Ainsi, par exemple, au Musée Picasso de Paris, on a 6000 œuvres, mais on a 200 000 pièces d'archives. Et c'est dans cette dialectique entre l'œuvre et l'archive qu'on peut comprendre le processus historique. Et évidemment, tout ce matériel est le support d'analyses historiques toujours nouvelles. On le voit par exemple avec la série des colloques que nous avons menés pendant maintenant depuis près de 4 ans, le colloque de Malaga étant le 4e de cette édition. À chaque fois, une nouvelle génération de chercheurs trouve toujours à trouver de nouvelles voies pour lire l'œuvre de Picasso. Et c'est ça, je crois, au fond, la définition de l'œuvre d'un génie, c'est qu'elle ne se réduit jamais à une lecture univoque, mais qu'elle permet toujours des lectures multiples, tout en gardant la fascination de l'œuvre intense.